Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Ouh. Je vous écoute Crème glacée. Allô? Salut. Tout un début, Tout un début haut en couleur. comme nous. J'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va funky doodle. Uh-huh. On revient d'enregistrer l'épisode que vous avez écouté la semaine dernière, vous. Et Ouais. on dirait qu'on a vécu une montagne russe d'émotions. Puis là, on est 100%. comme en rush d'endorphine après, comme Ouais. un événement de sportif, là, tu sais, qu'on Ouais. est essoufflé, genre. La fin d'une montagne russe, là, quand Oui. ça fait tout, puis là, t'as du vent en face. Ouais, puis ouais. c'est fini, là. Puis t'as les cheveux C'était un peu éprouvant. dans Ouais, c'était Rock'n'roll. Bref, en tout cas, j'espère que vous en êtes remis. Ou si vous l'avez skippé parce que c'était trop sensible Ouais. pour vous, eh bien, bienvenue. Bienvenue. De retour. Ça veut dire que ça fait 2 semaines que vous avez rien, vous Mhm. autres. J'ai pas été fine en faire ça comme direct après le Patreon. Ben, gars, C'est la vie. c'est la vie. C'est la vie. Sinon, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous autres? Comment ça va? Parce que nous, on fait quelque chose de vraiment cool. On s'en va voir le Canadien de Montréal. Oui! What? C'était pas prévu qu'on y aille en même temps. Non? Genre, de un, tout... Jus puis moi, on se jinx constamment. Ouais. Là. Genre, dès que je dis quelque chose, tu dis quelque chose. Dès que tu dis quelque chose, je dis quelque chose. Mhm. On dit pas en même temps. Puis là, pour une raison obscure, on s'est juste... Ben, pour une raison X, là, on était comme « Hey, c'est aujourd'hui que ça fit le mieux dans notre calendrier. » On enregistre, mais... Et là, en même temps, on se texte. Là. En même temps, on envoie le même texto qui dit Mais ça peut pas finir tard parce que je m'en vais au Canadien à soir. on écrit ça les deux. OK, Qui mais dit faut ça, genre? faire ça tôt parce qu'on va voir le Canadien. Là, en même temps, on répond What? Sans Ouais. le savoir, on avait les deux des billets pour le Canadien. Puis on n'est pas des... Je veux dire, on n'est pas des grandes fans de hockey. Non, là, c'est ça, genre. là. Mais On ouais, se c'est mettra ça. entre les périodes. Là. Ouais. À l'entrée. Malade. Bref, trêve trêve de plaisanterie. Oui. Là, c'est un grand jour aussi aujourd'hui, pas seulement parce qu'on va voir le Canadien, mais parce que Christine va nous lire le dernier shout-out. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. On en est venu à bout. On est rendu là. Je vous lis les 2 derniers shout-outs aujourd'hui, la gang. Vas-y, de ce pas. Après ça, là, il n'y en a plus, là. Je veux juste vous dire, prenez le temps d'enjoy ceux-là parce qu'il n'y en a plus après. C'est les derniers. Pas qu'on vous aime pas, mais c'est là, c'est parce que ce shout-out-là, il date de... De l'hiver dernier, là. Même pas sûr qu'on avait commencé le podcast quand elle nous l'a écrit. All right. Fait que ça va comme suit. Le premier est de la part de Thomas. Et il nous dit « Allô, allô! C'est extrêmement rare que je fais ça, mais là, ça en vaut la peine. Tout d'abord, je tiens à vous dire wow, wow, wow. Votre podcast, je l'adore tellement. Vous êtes drôle et vraiment divertissante. C'est la première fois que j'écoute un balado True Crime et j'adore votre principe avec la saveur de crème glacée au début. Il veut faire un shout-out à son amie Elisabeth. C'est elle qui lui a fait découvrir notre podcast et grâce à elle, il les a binge-watch. Donc, il dit sur ce, merci tellement pour vos histoires, c'est génial, continuez comme ça. Donc, merci Thomas, merci Elisabeth. Merci Elisabeth d'avoir fait découvrir à Thomas. Merci! Et ça, c'était le Abby shout-out. Si vous êtes en cinéma, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on est rendu à la window shout-out. Dernier shout-out ever, la gang, OK? Il vient de la part de Jacinthe. Elle dit « Petit message pour vous dire que mon mari, David, est un de vos auditeurs les plus fidèles. » Salut, David! Salut, David! Elle dit « Paramédic de nuit et joueur professionnel de NHL sur la PS5 le jour. » a dit « Et surtout, fidèle auditeur de votre podcast. Il écoute régulièrement entre 2 games et parfois quand il revient de son chiffre et que ses yeux ne veulent plus coopérer. Il est convaincu qu'un shout-out de votre part améliorerait non seulement son moral, mais aussi ses stats à NHL. » Ah! En plus qu'on veut voir le hockey à soir, Oui, c'est ça a concept! rapport. Elle dit aucune preuve scientifique, mais on sait jamais. Je m'essaye. Merci pour le podcast. Continuez la belle job. Ah, ben merci Jacinthe, puis merci David. Merci David.
Trop cute! Tu nous diras si t'as performé à NHL. Oui. Fait qu'il nous écoute à NHL, puis en paramédic de nuit, puis c'est un vrai fan, là, David. J'adore. Fait que merci à vous. Dernier Ça finit shout-out. très bien, les shout-outs. Ouais! Ma saveur de crème glacée, c'est une crème glacée complètement fondue. Fondue, là, parce que, je vais le dire, fuck ice. Si les images que vous voyez sur les réseaux sociaux ne vous affectent aucunement, des gens qui se font tirer à bout portant, non armés, ne vous choquent pas moindrement, ben on se comprend pas. Puis on n'aura jamais une bonne discussion ensemble parce que ça n'a pas de bon sens. Voilà, c'est dit. Je voulais partager mon opinion parce que, Ouais, oh mon bravo. Dieu Seigneur, My God. voilà, c'est dit. Mais non, ça m'a pris de court, mais ça m'a surpris, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, Calice. Merci de l'avoir dit. Ça n'a pas de bon sens. Le monde Ça a va pas de mal. bon sens. Aujourd'hui, je vais te raconter un épisode aussi. Faut pas oublier. OK, oui. OK, parfait. Ouf. Est-ce que tu es prête? Je sais pas. Ça n'a pas de lien avec Ice. OK. Mais peut-être qu'un jour, on va faire un épisode là-dessus parce Ben, qu'il y a il va littéralement falloir, des là. crimes qui sont commis, là, on s'entend? Ouais, il va falloir. Il y a déjà du monde qui nous l'écrivent. Nous, là, on a souvent des petits patterns, tu sais, que, comme on dit, on parle en même temps, là, on va voir le Canadien en même temps. Oui. Ben là, encore une fois, on fait un épisode back-à-back dans le même pays. Ça nous est arrivé avec la Russie, Ouais, et c'est là, vrai. ça le fait avec l'Australie. C'est quand même fou. Mhm. C'est quand même deux endroits très loin de nous, là. Puis Ouais. on les a fait les deux back-à-back, j'avoue. C'est quoi les odds, tu sais? Puis là, on est allé 2 fois auparavant, la semaine dernière, et pendant mon épisode Patreon aussi, un crime en mer, si je ne m'abuse. Mhm. C'était surtout le pays d'origine de la victime, et ça se Ouais, passait c'est dans l'océan, un crime en mer. C'était sur un bateau de croisière. Mais bref, ça reste quand même une région qu'on n'avait pas beaucoup exploitée jusqu'à Non, c'est la vrai. semaine passée et cette semaine. Mhm. Et là, en effet, on va jusqu'en Australie aujourd'hui pour que je vous raconte l'étrange histoire de Julian Bushwald et Caroline Watson. Julian, c'est un homme. Comme Julien, mais Juliane. OK, parfait. C'est une histoire incroyable, invraisemblable. Il n'y a pas beaucoup d'informations, malheureusement. C'est un épisode un peu plus court que je fais, que ce que je fais normalement. Mhm. Mais c'est vraiment un récit fascinant. C'est pour ça que je la raconte quand même. Une des victimes étant mineure, je pense que ça a joué quand même sur la confidentialité de l'affaire. Je vais donc faire de mon mieux pour vous dire tout ce qui a été raconté, mais je vous préviens aussi, là, sur Instagram, il n'y aura pas beaucoup de photos parce que peu de contenus sont disponibles à propos de cette affaire-là. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé, mais c'est rien ou presque. Je comprends. Quand on pense à l'Australie, on pense à un pays stable, sécuritaire, avec des grandes villes puis des kangourous, mettons. Mhm. Ça l'est, oui, mais c'est aussi un territoire immense où la densité de population chute brutalement dès qu'on quitte les grandes villes comme Sydney ou Melbourne. On l'a vu la semaine dernière, il y a aussi des petits villages Oh oui. perdus, Saint-Glinglin, des Meumeux, là. Mhm. Entre centre urbain et zone rurale, il existe de vastes espaces peu fréquentés où l'isolement est la norme. Aujourd'hui, on est à Gippsland, qui se situe dans l'État de Victoria, au sud-est de l'Australie. C'est une région majoritairement rurale, composée de forêts, de terres agricoles, et il y a plein de petites communautés éloignées les unes des autres, là, des petits villages. Ici, les routes sont longues, il y a des fois pas de réseau cellulaire, et certaines zones boisées peuvent devenir quasiment inaccessibles en quelques minutes à peine depuis une route principale. Selon un article de ABC News, des statistiques auraient fuité à propos de cette région-là, Gippsland. Elle aurait un taux d'agression grave élevé, avec en moyenne un acte de violence toutes les 75 minutes dans la région au cours de l'année 2007, l'année de mon histoire. My God. Mais bon, acte violent, difficile à définir. Qu'est-ce qui consiste un acte violent? Et ces données ont été remises en contexte par la police. Donc, peut-être que ça sonnait plus alarmant que c'était, mais ça suggère quand même que certaines catégories de crimes violents auraient augmenté dans la région à l'époque où notre histoire se déroule. On est le 4 mars 2008. Là, j'ai dit 2007, là, mais les statistiques sont sorties l'année d'avant, mais là, on est en 2008. Le 4 mars. Julian Bushwald, c'est un jeune homme dans le début vingtaine. Certaines sources disent 22, d'autres 25. Donc, vous voyez à quoi on a affaire comme information. Mais moi, je miserais plus sur le 22. Juste en voyant son visage, je trouve qu'il a quand même l'air jeune. Je donnerais 22 ans. OK.
Il habite à Gippsland chez ses parents, plus précisément dans la petite communauté de Burgery. Il vit en Australie depuis des années, là. Ça fait quasiment depuis qu'il est né qu'il est en Australie, mais il est d'origine allemande. Il n'est pas citoyen australien. Il est ici depuis qu'il a 1 an avec différents visas. Là, ça m'a quand même piqué ma curiosité à quel point tu peux vivre autant longtemps sans avoir ta citoyenneté. C'est sûr qu'il doit y avoir plein de types de visas différents, mais bref. Il y a les traits typiques allemands, il y a les cheveux blonds, peau blanche, yeux bleus. Et il y a une petite amie nommée Caroline Watson. Elle habite à 20 minutes de chez lui dans une autre petite communauté qui se nomme Churchill, toujours en Australie aussi, évidemment. Caroline, elle a 17 ans, elle a les cheveux châtains, les yeux pâles. Et là, vous pouvez faire un petit calcul, là, elle a 17, lui 22. Oui, elle est mineure. Il y a des sources qui disent 25 aussi, là. En effet, elle est mineure et ça fait 2 ans que les deux sortent ensemble. Donc, 15 et 20 ans serait le début de leur relation. Oui, j'ai trouvé ça quand même... quand j'ai lu ça, j'ai fait « Hein? » Mais bon. Ben, c'est illégal dans notre pays. C'est ça. Mais bon. Caroline et Julian, peu importe leur différence d'âge, ils sont sérieux dans leur relation. Apparemment, ils attendent même les 18 ans de Caroline pour se marier. Ils sont en amour bien raide. La famille Bushwald, la famille de Julian, habite sur un grand terrain de plus de 1200 acres, proche des Strzelecki Ranges, une chaîne de montagnes principalement recouverte de bushland. Et là, dans les articles de journaux, ça dit toujours bushland, puis il n'y a pas vraiment de traduction. C'est des zones naturelles semi-sauvages typiques du paysage australien. C'est vraiment différent d'ici. Il y a des eucalyptus, des petits arbustes, des herbes sèches. C'est pas des grands arbres là, comme nos forêts québécoises. Mais il appelait ça de même aussi, mon cas de la semaine passée. Ah ouais? Ouais. Hey, il n'y avait pas de traduction. Il appelait ça la même affaire. C'était comme là que derrière l'école, il avait trouvé la petite fille en premier, mettons, la rumeur. Là. Mais j'ai vu les photos, puis c'est quand même fascinant parce qu'il y a une ligne d'horizon à perte de vue parce qu'il n'y a pas d'arbres. C'est vraiment des petits arbustes. Oui, je comprends. C'est vraiment différent qu'une forêt ici. Fait que si j'utilise le mot forêt là, dans mon épisode, imaginez-vous pas des forêts... c'est pas une chaîne genre de montagne. Là. Oui, c'est ça. En ce 4 mars 2008, les deux amoureux prévoient d'aller pique-niquer en nature dans les Bushlands, justement, tous les deux ensemble. Un petit pique-nique romantique, quoi. Et ce genre d'activité est courante, surtout pour Julian et Caroline. Là. Les deux habitent encore chez leurs parents respectifs. Donc, pour avoir un peu d'intimité, souvent, ils partent à l'extérieur, en nature, pour avoir un moment à eux. Et avec l'énorme terrain que possède sa famille, Julian, il y a pas mal de place à explorer avec sa blonde en toute intimité. Un terrain de 1200 acres, là, si j'ai bien compris, là, 1200 acres, c'est environ 4,5 fois le parc du Mont-Royal, 900 terrains de football. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et là, oui, on est en mars, c'est peut-être, à vos yeux, un drôle de moment pour aller pique-niquer dehors, mais il ne faut pas oublier qu'on est en Australie. On est dans l'hémisphère sud. Donc, le mois de mars correspond à la fin de l'été, le début de l'automne. Il y a encore beaucoup de journées chaudes, la température est douce, il fait entre 15 et 25 degrés en moyenne le jour. Mais la nuit, ça descend quand même plus rapidement, là, comme nos journées chaudes d'automne, mettons. Ben oui. Le mardi 4 mars 2008 s'annonce donc une journée parfaite pour nos deux tourtereaux. Ils vont pique-niquer ensemble dans un paysage idyllique, surplombé de nature, un lieu vaste qu'ils connaissent bien. Mais cette escapade va rapidement tourner au cauchemar. Non. En avant-midi, Julian prend la voiture familiale et fait la route de 20 minutes jusqu'à Churchill pour aller chercher sa douce moitié chez elle, chez ses parents. Le plan est de retourner ensuite sur le terrain des parents à Julian, de prendre un chemin de terre en voiture et ensuite marcher jusqu'à un spot en particulier où ils vont souvent ensemble faire leur petite date près d'une chute d'eau. Julian a prévenu sa famille qu'il serait de retour à 15 heures. Et là, on arrive autour de 15 heures et les parents de Julian remarquent que les deux ne sont toujours pas revenus. Déjà, ils sont un peu inquiets parce que Julian, c'est un gars très ponctuel. Quand il dit qu'il revient à 15 heures, il revient à 15 heures. J'imagine juste sa maman attendre sur son perron, debout les bras croisés, en regardant l'horizon de son immense terrain, en espérant voir à travers le boisé enfin apparaître son fils et sa petite amie. Je suis stressée. 30 minutes passent.
Et la mère de Julian a un drôle de pressentiment. Mhm. Elle décide de partir à leur recherche à pied. Elle longe le chemin de terre qu'auraient habituellement pris Julian et Caroline, puis elle se dit, je vais les croiser en sens inverse, ils ont juste pris du retard. Mhm. Mais rien. À un moment donné, sur sa route, ses yeux se posent sur la clôture qui fait le tour de sa propriété. Une clôture en chaîne, c'est comme une chaîne de métal. Elle remarque une bouteille d'eau en plastique qui est coincée dans un des maillons de la chaîne. Elle trouve ça tout de suite étrange parce que c'est un terrain privé entouré de centaines et de centaines d'acres de végétation. Il n'est Donc, pas c'est supposé ça. avoir un touriste qui a laissé traîner ses déchets. Donc, c'est clairement quelqu'un de la famille, si elle voit ça, mettons, dans sa tête, à ce moment-là. Elle trouve ça anormal. Mhm. Donc, la maman de Julian, que d'ailleurs on ne sait même pas son nom, s'approche et prend la bouteille. À l'intérieur, un bout de papier. What? Elle ouvre la bouteille et déroule le bout de papier. Non, c'est pas une chasse au trésor. Si seulement c'était une petite chasse au trésor ou du géocaching, mais non. Ce qui se retrouve dessus est à glacer le sang. Il y a toutes sortes de symboles à connotation satanique. Il y a aussi des phrases, mais c'est super mal écrit. Il y a plein de fautes, c'est difficile à lire, à déchiffrer. De ce qu'en comprend la pauvre mère, c'est quelque chose comme « Le garçon et la fille ont été enlevés. Tant que vous ne contactez pas la police, le garçon et la fille seront retournés. » Évidemment, la mère suppose immédiatement que la note parle de Julian et Caroline, 22 ans et 17 ans. Ben, c'est sûr. Attends, mais ne seront pas retournés. Ça veut dire si vous faites juste attendre, éventuellement, ils vont revenir. Exactement. Ah, Seigneur. Le cœur de la maman arrête de battre. C'est insensé. What the fuck? Mm. Qui voudrait enlever son fils et sa blonde dans les bushlands sur son terrain, Mhm. puis qui demande rien, il n'y a pas de rançon, il n'y a pas aucune demande, il y a juste... Ils ont été enlevés. Ouais, Voilà. c'est super imprécis, là. Il n'y a pas de direction à suivre du tout, là. Du tout. Une seule indication est sur la lettre. Si vous voulez les revoir vivants, il ne faut pas contacter la police. Malgré les menaces, la maman de Julian court jusqu'à chez elle et décide d'appeler la police quand même. Oui. Heureusement, je trouve, bonne décision. Ben oui. À un moment donné, elle va pas attendre les bras croisés combien de temps, tu sais? C'est ça, là. La police arrive sur place, dérangeant le calme habituel de la région rurale de Burgery. Les policiers saisissent la lettre et remarquent qu'elle est signée par les lettres O-N-A, Order of Nine Angles. Un groupe occultiste satanique, un culte né au Royaume-Uni à la fin des années 60-70. OK. L'Ordre des Neuf Angles, si je me permets de traduire ça en français. Leur symbole, c'est une genre d'étoile en triangle là, qui a 9 côtés, je pense. OK. C'est pour ça, Nine Angles. Si j'ai bien compris. OK. Aujourd'hui, la ONA est considérée par de nombreux chercheurs, journalistes et services de sécurité comme l'un des mouvements occultes les plus dangereux jamais apparus dans la sphère néo-nazie contemporaine. Contrairement à d'autres groupes d'extrême droite cherchant le pouvoir politique, l'ONA prône la destruction du système social actuel par le chaos et la violence. Il voit le meurtre comme un acte initiatique, le viol, le terrorisme et le sacrifice humain comme outils de « transcendance », entre guillemets. Ses membres pensent que certaines personnes doivent mourir pour accélérer une évolution humaine. Ils appellent ça le « culling », l'élimination. OK. L'ONA est née au Royaume-Uni, mais la secte s'est propagée dans le reste de l'Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Par contre, l'organisation reste assez diffuse. C'est pas à grand déploiement, faut pas capoter non plus. Ça l'inspire surtout des gens radicalisés, seuls ou en petits groupes, qui se perdent, mettons, dans les limbes d'Internet, puis qui vont tomber là-dessus. Comme un peu les anarchistes ou des gens qui se forment des petits groupes pour avoir une idée de ce qu'il faut faire pour que le monde soit meilleur. Mettons. Exact. Il y a pas, je pense pas qu'il y a des milliers de personnes qui se regroupent chaque semaine dans tous les pays de la planète pour parler de ça. Ça reste diffus. Non, c'est ça. OK. Mais ça reste extrêmement dangereux. C'est un groupe tellement anti-christianisme qu'il encourage le sacrifice humain pour éradiquer la religion, entre autres.
Il est décrit comme le groupe satanique le plus extrémiste au monde. Tabarouette. Il y a énormément d'études universitaires faites sur ce groupe et qui analysent les dérives de l'extrémisme et des mouvements néo-nazis comme celui-là. Le FBI, il y a une page à propos d'eux. Bref, c'est quand même connu, là. Puis, j'ai vu que ça a été fondé par une femme. En tout cas, je préfère un épisode là-dessus un jour. Ça m'a fascinée. Ben, ça m'intéresse, là. Peut-être dans le Occultober l'année prochaine. Wink, wink. À l'époque, il n'y avait jamais eu de réelle mention du groupe ONA en Australie. Ça semblait vraiment random. Tu sais, la police Sur un terrain privé, Oui, genre. la police voit ça, ils ont dû faire une recherche pour apprendre c'était quoi, puis il n'y avait pas dans leur dossier, mettons, d'autres mentions de ce groupe-là, d'autres actes ou de crimes là, commis au nom de l'ONA, genre. C'est en Australie. Vraiment random. Sur un terrain privé, sur un jeune couple fuck all. Oui, vraiment Avec ordinaire. un papier dans une bouteille d'eau. Puis tu sais, j'ai pas parlé beaucoup d'eux parce qu'on n'a aucune information sur eux ou presque, là, mais c'était vraiment des gens bien normaux. C'est vraiment random. Et là, la police rassure la mère de Julian assez vite en voyant ça. Ça fait quoi, quelques heures à peine que Caroline et Julian manquent à l'appel? C'est peut-être juste une mauvaise blague? Oui. C'est juste trop random, comme on dit, il n'y a pas d'autre mot. Là. C'est vraiment random. Mais quand la famille de Caroline est mise au courant de la note signée par un culte satanique, leur sang se fige. 10 jours plus tôt, les Watson avaient reçu une lettre dans laquelle il y avait le même genre de symbole satanique dessiné dessus, et la lettre disait aussi de ne pas contacter la police. Mais les parents de Caroline, à ce moment-là, il n'y avait aucune raison d'appeler la police. Leur fille était chez eux. Là. Rien de grave avait été fait. Ils pensaient juste que c'était un prank, fait qu'ils ont juste jeté la lettre. Mais là, ils sont convaincus que c'est plus une blague. Tout laisse croire que ce groupe aurait espionné Caroline et Julian depuis au moins 10 jours et les aurait finalement kidnappés. What the fuck? Exactement mon état d'esprit. Je comprends pas. On prend cette affaire au sérieux quand on apprend la lettre envoyée 10 jours plus tôt à la maison de Caroline, malgré que les policiers soient sceptiques. Là. Toute cette histoire-là sont comme, il y a de quoi de bizarre. Après tout, 2 jeunes sont peut-être perdus ou blessés en forêt, et ça, c'est grave, peu importe s'il y a un culte satanique ou pas d'impliqué. Oui, il faut les retrouver. Là. Exact. On lance un avis de recherche, on fouille les boisés et des hélicoptères parcourent les environs sur toute la propriété des Bushwald pour essayer de trouver la moindre trace du jeune couple. Et puis si tu dis qu'il n'y a pas de grands arbres, ça doit être quand même facile à trouver, là. C'est ça. Genre, c'est quand même... Tu vois tout, là, il y a des petits ravins, il y a des collines, mais... en hélicoptère, tu me semble. En tout cas. T'es supposé tomber dessus un jour, là. Ouais. Mais autant les hélicoptères que les policiers, que les parents, la famille, tout le monde revient bredouille. Le mot court dans le village, dans la région. 2 jeunes manquent à l'appel. Et là, les rumeurs circulent. On parle du culte satanique. Une certaine panique grandit bien vite, là, surtout dans les petites régions comme ça. Ça parle, ça jase. Mais aucune piste, aucun indice ne fait surface. Vraiment étrange. 7 jours passent. Aucune nouvelle, malgré les recherches. God. Et là, j'ai pas de données ou d'articles qui expliquent les choses qui ont été mises en place pour les retrouver, mais j'ose croire que pendant les 7 jours, on les cherchait. Il y avait des hélicoptères, il y avait des battus, tu sais. J'ose croire, là, mais j'ai pas trouvé vraiment d'articles qui expliquaient toutes les manœuvres qu'ils ont faites, mais bon. Même si on ne croit pas qu'il y a eu un enlèvement, les 2 jeunes restent en danger. Ils avaient seulement leurs vêtements d'été sur le dos et un petit lunch pour pique-niquer. Ils sont aucunement équipés pour survivre dans la nature australienne pendant 7 jours, et Dieu sait qu'en Australie, la faune est assez terrifiante, merci. Plus les jours s'accumulent, et moins il y a de chances de les retrouver vivants. Hey, dans ta propre cour. De 1200 acres, quand même, là, mais... Oui, quand même, là, mais tu sais qu'ils sont proches, là, ou qu'ils l'ont été, là, tu sais. C'est paniquant, là. Oui, et en 7 jours, de fouiller tes 1200 acres, tu trouves rien. Pas un soulier, pas à part une bouteille d'eau, mais tu sais, tu trouves pas leur lunch, une doudou qu'ils ont laissé là pour pique-niquer, rien, même pas une trace de pas. Genre évaporé, là. C'est un terrain privé.
Les deux connaissent bien ce terrain-là. Julian y habite dessus depuis quasiment qu'il est né. Là. Il l'a parcouru 1000 fois, là, le champ. Ils sont pas dans un parc naturel ouvert au public ou quoi que ce soit qui aurait pu croiser quelqu'un de malveillant dans une randonnée, mettons. Wink wink à mon épisode Patreon, un crime de randonnée. Et surtout, moi, ce qui me vraiment surprise, on trouve même pas leur voiture. Tu sais, se sont parqués quelque part à un moment donné pour aller pique-niquer. Ouais. Et où, leur auto? Est-ce que les jeunes ont décidé de fuguer? Ça a dû être considéré par la police. Oui, c'est Surtout sûr. qu'on retrouve pas leur auto ni rien. Ils sont peut-être partis et n'ont jamais regardé en arrière après. Mhm. Mais au 7e jour, le 11 mars 2008, un fermier conduit son camion sur une route de terre dans les montagnes proche du Alpine National Park. C'est un parc naturel au nord-est de Melbourne, à plus de 6 heures de voiture du terrain des Bushwalds. OK. Ce fermier aperçoit 2 jeunes, un gars et une fille, nus, sortir de la forêt. L'homme, inquiet, baisse sa fenêtre et les interpelle pour leur demander s'ils sont corrects. Les deux ont l'air paniqués. Eh, mon Dieu, mon Dieu. Ils disent « Nous sommes Caroline Watson et Julian Bushwald. S'il vous plaît, sauvez-nous. » Ils sont en vie! 7 jours après être disparus. Ils sont retrouvés à 6 heures de où sont allés pique-niquer. Et tout nus. Seuls et nus. Oh, mais je suis tellement intriguée, mais je suis contente qu'ils soient en vie, on dirait. J'avais peur. Mhm. OK. Le bon samaritain les amène à l'hôpital et la police est rapidement mise au courant que le jeune couple porté disparu a été retrouvé vivant après 7 jours sans aucune nouvelle. Peu de gens espéraient une telle bonne nouvelle. C'est ça, là, c'est incroyable quand même. Là. Caroline et Julian sont en état de choc. Ils ont des coups de soleil, ils sont couverts de piqûres d'insectes, d'entailles et d'échymoses. Mais ils sont vivants. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant 7 jours? Pourquoi ils étaient à des centaines de kilomètres de chez eux? On décide de les questionner pour comprendre ce qui leur est arrivé. Et voici leur histoire, leur cauchemar qui a duré 1 semaine. Hey, on dirait que tu t'en vas dans une histoire comme Aimo, Koivunen. là. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont vécu, là? Tu vas voir. Cet avant-midi du 4 mars 2008, le couple s'est bel et bien rendu à leur lieu de rendez-vous, la chute d'eau, pour pique-niquer. Rien de bien marquant s'est déroulé durant le trajet vers leur destination, à part que Julian y a aperçu une carcasse d'animal écrasée sur le bord de la route. Puis il a comme nommé C'est la seule chose la spéciale. chose. Oui, oui. Exactement. Mais ils ont continué à rouler. Une fois la chute d'eau, Caroline et lui ont chillé pendant quelques heures là-bas et vers 14h30, c'est l'heure de rentrer. Mais sur le chemin du retour, en voiture, Julian pense à la carcasse. Puis là, il dit à Caroline, « Hey, si on le revoit, là, on peut-tu s'arrêter? J'aimerais ça aller le regarder de plus près. » là. Puis c'est pas quelque chose... Tu sais, oui, nous, on peut trouver ça un peu weird, mais pour Caroline et Julian, c'est de quoi que Julian faisait quand même souvent. Il aimait beaucoup les animaux, la chasse, la nature. Puis c'était déjà arrivé là, qu'il voulait arrêter voir la carcasse d'un animal mort. Bon, je sais pas si c'est pour le regarder de manière creepy ou juste pour s'assurer que l'animal était bel et bien mort, tu sais, et pas juste comme en agonie. Ça, je sais pas la raison. Mais pour une raison ou une autre, il voulait s'arrêter. Et là, Caroline, elle est genre, ça m'intéresse pas pantoute. Fait qu'elle dit, OK, si on la voit, on peut arrêter, mais moi, je vais rester dans l'auto. Mais là, la voiture parcourt le chemin de terre et juste avant d'arriver sur la route principale, Julian, il dit, « Hey, on a dû la manquer, la carcasse, parce qu'on l'a pas vue. On peut-tu revirer de bord? » Hey, là. Caroline est genre, « OK, mais là, dépêche-toi, faut revenir pour 15 heures. » Puis là, Julian est genre, « Oui, excuse, je veux juste être sûre, là, c'est bizarre, j'étais sûre de l'avoir vue. » Là, il revient de bord. Julian stationne la voiture un peu longtemps après. Il dit, « Ah, elle doit être juste là, je vais marcher un peu pour aller voir. » Mais arrête, là! Voyons, et puis là! Caroline reste dans l'auto. Elle est un peu impatiente, mais elle est habituée. Julian, c'est un homme des bois, là. Il est fasciné par ce genre de trucs-là. J'imagine mon grand-père, mettons, il aurait fait ça. Mon grand-père qui est chasseur, là, ça aurait été son genre de faire ça. Ouais, mais là, je suis comme, si tu l'as vu sur le bord de la route puis que là, tu la vois plus sur le bord de la route, marche pas, là. Elle est pas plus loin, là. Elle s'est pas déplacée, là. Ben, il a peut-être manqué. Bref, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Ouais, je sais. Ou peut-être que l'animal était pas complètement mort, puis là, il s'est déplacé plus loin, dans le fossé, puis là, il est en agonie. Je suis pas dans sa tête. Exactement. En tout cas. Mais là, après 10 minutes, Caroline, elle commence à s'inquiéter.
Parce que là, elle dit, OK, Julian, il y a une fascination peut-être un peu étrange pour les carcasses, les roadkill, qu'on dit en anglais. Mais là, il est pas autant weird qu'il partirait dans la brousse pendant une demi-heure. Là, après 10 minutes, elle commence à s'inquiéter. Puis là, elle commence à se demander si elle devrait pas sortir de l'auto puis partir à sa recherche parce qu'elle le voit plus. Mon Dieu. Peut-être qu'il a fait un faux pas, il est tombé dans un ravin, un sable mouvant, un ci, un ça. Peut-être qu'il est blessé. Hey, moi, si j'étais sa blonde dans le char, je serais comme, quel hostie de niaisage tu me fais vivre là en ce moment. Là. Genre, pour que je sorte du char. Je suis d'accord. Calique. Mais au moment où elle commence à se dire « je devrais sortir de l'auto », elle voit quelque chose par la fenêtre. Non. Une silhouette dans le bois. Un homme vêtu de noir avec une cagoule sur la tête. Arrête. Et l'homme sprinte vers elle. Mon Dieu. Ça me fout les jetons. Hein. Caroline n'a même pas le temps de penser à barrer la porte de son auto. L'homme cagoulé ouvre la portière et lui ligote les poignets et les chevilles ensemble. Direct. Non. Il met du duct tape sur sa bouche. Il la pitche dans le coffre de l'auto, le VUS que Julian conduisait, la voiture de sa famille. Caroline plongeait dans le noir, en panique générale, sans juste le VUS des Bushwald rester immobile quelques minutes avant de démarrer ensuite. Je peux même pas imaginer tout ce qui devait passer dans sa tête. De 1, what the fuck? De 2, pourquoi? Et de 3, où est Julian? Est-ce qu'il a été attaqué? Est-ce qu'il a été chanceux? S'il a été épargné, quand il va revenir, il va-tu penser que je suis partie sans lui? Hey, Seigneur de bon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu été juste chanceux, puis lui, en allant d'un côté, de l'autre bord, il y avait quelqu'un de mal intentionné? Ou il l'a attaqué? Le trajet passé dans le coffre de la voiture lui a semblé durer des heures. Caroline n'a aucune idée de combien de temps elle est à l'intérieur, mais on va comprendre qu'elle a passé plus de 6 heures dans le coffre de l'auto, sur la route. Caroline. Après une éternité, la voiture s'immobilise. Caroline est jetée en dehors du véhicule. L'homme cagoulé déchire ses vêtements avec un couteau. La jeune fille est nue, toujours ligotée, les mains dans le dos, attachée à ses chevilles. L'homme commence à creuser un trou dans la terre. Et là, Caroline est certaine, elle va se faire violer puis tuer ensuite, et personne ne va le retrouver, perdu dans la forêt, son corps enterré. Elle est couchée au sol et fait juste fixer, complètement terrorisée, cet homme creuser ce qu'elle croit être sa tombe. Après des heures, le trou est vraiment profond. L'homme s'arrête enfin, prend Caroline et la jette dans le trou. Le trou est si profond qu'elle voit pas grand-chose quand elle lève les yeux. Oh mon Dieu. Elle entend juste l'homme quitter en voiture. La nuit tombe et la température aussi. Elle est frigorifiée, nue, ligotée dans un trou au beau milieu de nulle part. Ben, c'est donc bien terrifiant. Là, retournons en arrière, retournons à Julian de son côté. Lui, qu'est-ce qui se passe en même temps que tout ça? Là, il vient de débarquer de la voiture, puis il marche dans le sentier à la recherche de la carcasse. Il marche pendant quelques minutes, au point de perdre de vue la voiture avec Caroline qui l'attend à l'intérieur. Mais voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, moi aussi, je suis en colisse. Mais enfin, il trouve la carcasse qui était comme cachée un peu par un buisson, fait qu'il l'avait manqué dans l'autre sens. Quand il roulait en sens inverse, il l'avait pas vu. Il se penche pour regarder, mais au même moment, il reçoit un gros choc derrière sa tête, puis il ne voit plus rien. En ayant le dos tourné, quelqu'un l'a frappé à la tête et il a perdu connaissance. À son réveil, il panique immédiatement en voyant qu'il fait nuit. Ça veut dire qu'il a été inconscient assez longtemps. Là. Il remarque ensuite qu'il est dans un boisé qu'il ne reconnaît pas. Il n'est pas au même endroit que cet après-midi. Mais ce qui le fait réellement paniquer, c'est quand il remarque qu'il est nu et ligoté les mains et les pieds ensemble. Il est attaché à un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Quel cauchemar, là! Julian cherche Caroline des yeux. Il la voit pas. Il comprend rien de ce qui lui arrive, mais en fouillant un peu autour de lui, là, de ses yeux, puis je sais pas, en bougeant les pieds, il remarque miraculeusement un couteau traîné pas loin de lui, caché sous une pile de feuilles. Et là, il se demande pourquoi il y a un couteau là. Et là, une idée tordue lui traverse l'esprit. Est-ce que le couteau a été laissé là volontairement? Instinct. Je l'ai dit dans mon...
J'ai dit cri. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais on dirait vraiment notre film qu'on a fait au cégep. Oui. Ça, c'est du lore là, que personne ne va comprendre ici. Mais on dirait... a fait un film au cégep en cinéma, nous deux, avec nos deux autres bonnes amies, Camille et Rosal. Oui. C'était ça, l'histoire. C'était genre... c'était vraiment nul à chier comme film. C'était genre des gens qui se faisaient kidnapper puis pitcher sur une île avec un couteau, puis fallait qu'ils se démerdent, puis il y avait un tueur à leur trousse, là. OK, mais on était déjà complètement fucked up dans la tête. Mais c'est ça. Longtemps, là. On a fait ça au cégep. Tout le monde faisait des petites histoires d'amour, des petits drames. Nous, on était genre... fait les Hunger Games. Allez-vous là. survivre dans la forêt avec un seul couteau? Genre, tous nos amis qui c'était les acteurs. On n'avait pas de vrais acteurs, en tout cas. Ouais. Mais on le mettra peut-être sur Patreon, ça serait drôle. Hey, Seigneur! Peut-être un jour, on la va l'envoyer. bande-annonce, peut-être? Ouais. Mais bref, c'est complètement nul, là. Complètement nul. Ça s'appelle Instinct. Ça s'appelle Instinct, qui est le titre de merde. Mais... Hey, bref, c'est bon que j'ai pensé à ça. En lisant cette histoire-là, j'ai tout de suite pensé à ça, puis là, c'est drôle que t'en parles. Ben, vraiment, là, moi, j'ai tout de suite imaginé Louis, là. Oui! Louis qui avec le couteau, ou je sais pas trop. Qui jouait dans le film. En tout cas, c'est la brillante qui a gardé le couteau. Personne ne doit rien comprendre ensemble, OK, mon Dieu, c'est bon. Excusez, c'est vraiment on commence à être sérieuse. Désolée. Mais là, il y a cette idée-là. Lui, il a pas vu Einstein, Juliane, mais il se dit, voyons, est-ce que c'est-tu tout un stratagème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un couteau miraculeusement placé là? Mais là, il prend pas de chance, puis il l'utilise pour défaire les liens qui le ligotent. Il va pas juste rester là puis se dire « c'est peut-être un piège, là, genre, es-tu dans décadence, mettons? I don't know. » Il décide de garder le couteau, craignant que celui qui l'a attaché ici revienne d'une seconde à l'autre pour finir la job. Ouais, il se dit peut-être qu'il est juste tombé de sa poche. Mm-hmm. Mais là, il est nu en pleine forêt, blessé à la tête, désorienté, la nuit. Puis là, je dis forêt bushland, là, fait que même pas d'arbres, rien, là. C'est juste genre une plaine à perte de vue. Mm-hmm. Muni de son couteau, il commence à courir. Il choisit une direction et fait juste courir pour s'éloigner de cet endroit-là, de cet arbre-là. Puis potentiellement se trouver quelque chose de pertinent. Là. Exactement, pour pas se faire attraper par la personne qui l'a mis là. Mm-hmm. Il s'inquiète pour Caroline. Est-ce qu'elle a été enlevée aussi? Il commence à crier son nom en courant dans les bois. Eh, Seigneur. Et à un moment donné, il entend Caroline lui crier en retour. Soulagé et inquiet à la fois, il suit sa voix et la trouve finalement ligotée au fond d'un trou. Qu'est-ce qui se passe? Les deux se parlent un par-dessus l'autre. Là, elle est au fond du trou, lui en haut. Il explique ce qui leur est arrivé en bafouillant. Les deux sont en panique. Mais au moins, les deux vont bien. Puis ils sont ensemble, ils sont plus tout seuls. Juliane saute dans le trou, défait les liens de Caroline avec le couteau qu'il a gardé. Et Caroline, elle a été ligotée et laissée là depuis plusieurs heures. Là. Elle, depuis 2h30 de l'après-midi environ, est attachée. Et là, on est aux petites heures du matin, peut-être 2h du matin, mettons. Elle était tellement attachée, serrée, que ça l'a coupé sa circulation. Elle a de la difficulté à marcher. Elle souffre beaucoup. Là. En hypothermie, ligotée, figée, comme si ton corps était tout raqué, mettons. Ouais. Donc là, avec Caroline sur son dos, Juliane court dans la forêt. Il lui explique qu'il a trouvé un couteau puis qu'il avait de l'air placé là. Il comprend pas pourquoi. Puis là, il se dit « Hey, continuons juste à courir. Il y a peut-être d'autres affaires. Là. Peut-être que quelqu'un a laissé d'autres affaires traîner. S'il y avait un couteau, il y a peut-être autre chose. » Comme de fait, après quelques minutes, il trouve un sleeping bag attaché à un arbre. Ben là, voyons! Et cette décadence! Et dans le sleeping bag, il trouve tout un kit de survie. Ben là, de la bouffe, de l'eau, une brosse à dents et une tête d'oreiller avec genre de la noix de coco à l'intérieur. J'ai lu ça quelque part. Un pot de beurre de pinot et du tahini. Ben voyons. Les deux se disent « What the flip? What in the capital F? » Est-ce que c'est pour eux? C'est-tu pour le gars qui les a kidnappés? C'est-tu laissé cacher des affaires? C'est vraiment instinct, là. C'est genre, le plus brillant va survivre. C'est vraiment étrange. Hey, non. Dans tous les cas, les deux jeunes sont terrifiés. Ils prennent le tout et continuent de courir. Bonjour tout le monde. OK, là, désolée, on va faire une interlude ici. Parce qu'il faut qu'on vous parle de ce qu'on vient de vivre. Je sais même pas où j'étais. Je pense que j'ai dit qu'il y avait du beurre de pinot puis du tahini dans une tête d'oreiller, je pense. J'étais comme, pourquoi t'aurais dit ça? J'avais oublié que t'avais dit ça. C'est ce que je viens de dire avant qu'on ait été interrompu par des extraterrestres. Je sais pas. Des fantômes. On ne le sait pas.
On entendait... Le dude cagoulé. Ouais, on entendait des voix. Mais we're not crazy, la gang. Nous ne sommes pas folles. On entendait des voix dans nos écouteurs. Puis J'ai peur, on dirait que je vais virer folle. on a muté nos 2 micros. Ouais. On entendait quand même. On a tout baissé les faders. Écoute, on a demandé à ChatGPT de nous aider. De nous aider. On a tout baissé les faders. On a baissé le volume de nos écouteurs au complet. On a muté nos volumes d'écouteurs, puis on entendait quand même. J'ai enlevé la carte mémoire de notre console. Donc, ça ne pouvait pas, mettons, lire un audio qu'on avait enregistré par un bug. On a enlevé le Bluetooth aussi dessus notre pad. Mais la gang, on entendait une voix d'homme, genre distorsionnée, qui parle comme dans un autre accent que nous. C'était pas du français. Qui avait l'air de lire un bulletin de nouvelles. Ouais. On aurait dit qu'on n'était pas censé entendre ça. Mais non! Il n'y a pas de fréquence là, dans tout ça. Il n'y a rien de Bluetooth sauf la console, puis le Bluetooth, il n'y a rien de connecté dessus. Nos écouteurs sont à fil. Puis nos micros sont branchés là, avec des XLR. Oui, il n'y a rien de... c'est pas des walkie-talkies, là. Si vous êtes des professionnels en son, ou en activité paranormale, mais plus en son ou en Rodecaster. En fréquence. On a un Rodecaster Pro 2. On a des micros Shure première génération. Je sais pas c'est quelle génération. Tout est à fil. Fait qu'on comprend pas pourquoi on capterait, mettons, une radio de char qui passe. On est vraiment... On paniquait un peu. C'était drôle au début, mais là, il n'y a aucune explication. Vraiment. Bref. On va essayer d'arrêter de paniquer parce que là, il y avait de quoi de plus paniquant que ça avant, là. Oui. Il y a 2 êtres tout nus qui viennent de trouver du beurre de pinot accroché après un arbre. C'est complètement sans maudit bon sens aussi. Eux doivent encore plus paniquer que nous autres. Qu'est-ce qui se passe avec cet épisode? Là, comme on se rappelle, se sont comme fait enlever après leur date pique-nique. Ils se réveillent dans la forêt, une dans un trou, un ligoté, il trouve un couteau, il se détache, il va sauver sa blonde. Puis là, en s'enfuyant, il trouve un sleeping bag avec des provisions cachées dedans. Un kit de survie complet. Ils savent pas si c'est laissé pour eux ou si c'est, mettons, leur attaquant qui se l'était caché là pour plus tard. Ils ne comprennent rien, mais ils prennent le tout et continuent à courir. Comme moi puis Jus en ce moment. Exactement. Et là, le couple, craint que quelqu'un ou plusieurs personnes sont en train de les observer à ce moment même et qu'à tout moment, ils sortiraient, mettons, d'un buisson pour les tuer. Ils commencent à paranoïer. Ils ont l'impression d'être suivis. Dans les jours qui suivront, le couple va errer dans la nature cherchant une issue. Il fait une chaleur épouvantable durant le jour. C'est humide, il sue. Et c'est spécial parce que le Alpine National Park, ils savent pas qu'ils sont là, mais nous, on le sait qu'ils sont là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, comme je le disais. C'est des bushlands, c'est de la petite végétation, des plaines sèches. Donc, ils voient juste le néant à l'horizon. Pas de building, pas de route. Ils sont comme perdus dans le désert, quasiment. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, fait qu'ils peuvent pas s'allonger à l'ombre, sont au gros soleil tapant. Et le soir, dès le soleil couché, il fait un froid mordant. Ils n'ont qu'un seul sleeping bag à se partager à 2. Après 48 heures à marcher, à espérer tomber sur une route, une cabane, un randonneur, quelqu'un, le couple tombe sur le trou dans lequel Caroline avait été jetée. Oh non! Fait que là, ils réalisent qu'ils tournent en rond. Ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont même pas de point de repère, tu sais, parce que c'est juste des bushlands à perte de vue. Un vrai cauchemar. Seigneur. Mais près du trou, ils trouvent un sac à dos. À l'intérieur, plus de provisions et une carte. Là, première émotion, soulagement. Les deux sont contents d'avoir trouvé un sac caché. Ouais. Mais deuxième émotion, panique. Leur attaquant, il est peut-être vraiment pas loin, puis il a laissé son sac. Ouais, genre, il les observe, puis il trouve ça drôle, là, genre. Et là, ils prennent le sac et partent à courir. Pendant les 5 jours suivants, le couple essaie de suivre la carte et de survivre en forêt, étant certain que chaque heure qui passe sera leur dernière. Finalement, après 7 jours en survie en forêt, ils arrivent à la route qui borde le Alpine National Park. Un fermier les trouve et ils sont enfin sauvés. Fin du cauchemar. Autant la version de Juliane que celle de Caroline est très convaincante, sensiblement pareille. À part le début. Qui ont chacun leur version parce qu'ils n'étaient pas ensemble au début. Les policiers sont extrêmement concernés et lancent immédiatement des fouilles dans le Alpine National Park pour trouver quelconque trace de leur kidnappeur ou du groupe de kidnappeurs qui fait peut-être partie de la ONA, on se rappelle, le message de secte sataniste. Là. Si c'est le cas, ils ont affaire à quelque chose de bien plus grand.
Les policiers ne trouvent rien en lien avec le culte satanique dans le parc national, mais ils retrouvent le fameux trou. Pas trop loin de là, ils saisissent aussi des résidus de duct tape, une pelle et de la corde. Sûrement ce qui a été utilisé pour ligoter les deux jeunes. Une fois au laboratoire, on détermine que tous ces éléments, autant le duct tape que la corde que la pelle, appartiennent à Julian Bushwald. Arrête! Voyons! Les recherches changent donc brusquement de direction. En relisant son témoignage, les enquêteurs réalisent que son histoire ne tient pas tout à fait la route. Par exemple, si Julian a été assommé non loin de chez lui, a perdu connaissance et s'est réveillé au Alpine National Park, ça veut dire qu'il a été inconscient pendant environ minimum 6 heures. Ça voudrait dire qu'il souffrirait d'une blessure extrêmement importante à la tête pour être frappé au point de perdre connaissance pendant 6 heures de temps. Ouais, ça c'est sûr. Un traumatisme crânien important aurait causé une si longue période d'inconscience, mais sa blessure à la tête, quand elle a été examinée, est assez mineure. Puis ça pourrait pas être des somnifères, genre, ou une substance qui l'assomme vraiment sans l'assommer physiquement, genre? C'est pas... OK. Aussi, comment leur attaquant est-il apparu sur la route de terre du terrain des Bushwald s'il est reparti avec la voiture de Julian? Il aurait laissé un véhicule quelque part, mais rien n'a été retrouvé. Ça n'a pas de sens que leur attaquant soit arrivé à pied, sans aucun équipement, et qu'il a juste utilisé toutes les affaires qu'il y avait miraculeusement dans la voiture de Julian déjà, et qu'il a pris la fuite avec son auto. Il serait juste arrivé tout bonnement, puis il aurait décidé à l'improviste de faire ça avec tout l'équipement nécessaire qui était déjà dans le coffre de l'auto. Mm-hmm. Et comment ça, à chaque moment critique, quelque chose apparaissait pile poil au bon moment. Un sac à dos, le couteau, le sleeping bag, la bouffe. Mais ça veut dire que la première fois que Caroline elle serait sortie de son trou, le sac à dos aurait déjà été là, mais il aurait comme fait en sorte qu'elle le voit pas, parce que dans le fond, comment il aurait pu le remettre? Il les en avait tournant? cachés. On va voir. Ah. Après un contre-interrogatoire intense, Julian finit par craquer. Non! Ah si, je le savais! Non seulement il a participé au kidnapping, mais il est le seul kidnappeur. Caroline était au courant de rien. C'est Julian qui a tout inventé. Il a tout orchestré les événements de la dernière semaine. L'esti de lettres envoyées à sa famille, sataniste. Mais en même temps, c'était sûr. On dirait que dès que tu as dit... Ça n'avait aucun sens dès le début. Là. Avec la carcasse, puis Ouais. genre on arrête, puis là, il disparaît comme... Elle est pas si loin que ça, là, des buzz, là. Mm. Puis là, un homme habillé tout en noir qui s'occupe juste de Caroline. Ça marche pas, là. Mm-hmm. J'avoue que ça marche pas. Depuis le début. Ça n'a pas de sens. C'était son plan depuis l'excuse de la carcasse d'animal sur le bord de la route. Tout était stagé. Planifié des semaines d'avance en préparant tout le kit nécessaire, comme les fausses lettres d'une organisation satanique, pour que la ONA prenne le blâme. Il a placé d'avance une peau de chevreuil sur le bord de la route pour simuler une carcasse. Ça lui donnait une raison de s'enfoncer dans la forêt où il avait caché pas loin de là de la corde, une cagoule et des vêtements pour justement ensuite apparaître comme une silhouette mystérieuse. Désolée, il y a beaucoup de bruit, mon voisin fait des constructions. Il s'est changé, puis s'est jeté sur Caroline et l'a attaqué. Il l'a ensuite conduit jusqu'au Alpine National Park avec sa blonde dans le coffre, ligotée, 6 heures de temps. Il l'a ensuite fait par exprès de la sortir du coffre, de la déshabiller et de la laisser voir un homme cagoulé creuser un trou. Il voulait lui faire le plus peur possible, lui faire croire qu'elle allait mourir. Une fois qu'il l'a mise dans le trou et maintenant hors de son champ de vision, il est allé se déshabiller lui aussi plus loin. Il a pris un couteau puis est parti pendant un bout de temps, laisser les choses se calmer. Il s'est frappé à la tête lui-même et il est retourné au trou plus tard pour faire semblant de trouver Caroline. OK, mais dans quel but? J'y arrive. Tout était méticuleusement calculé. Ensuite, il a fait semblant de trouver des éléments qu'il avait lui-même plantés dans la forêt à l'avance par-ci par-là. Mm-hmm. On voit à quel point il est vraiment stupide, par contre, parce que le kit de survie là, qu'il a caché, là, une tête d'oreiller avec des noix de coco, un beurre de peanut puis du tahini, là, Ouais. genre clairement, du tahini, c'est de la purée de sésame, c'est un peu fancy, là, genre. Je veux Ouais. dire, c'est clairement ce qu'il a trouvé dans le garde-manger de sa mère. Ça là. coûte cher, là.
C'est vrai que c'est c'est pas un drôle. vrai kit de survie, là. Non. Ça coûte cher, du Tiny. C'est sûrement genre les petits produits naturels de sa mère, là. Genre, pourquoi il a pris ça? Il a dû penser que c'était du beurre de pinot. C'est vraiment insignifiant. Il est con, là. Ouais, je comprends pas. Il a joué le jeu. Il a fait durer la panique, la douleur, la détresse de sa blonde pendant 7 jours. Pendant que lui, il savait que c'était pas vrai. Mais pourquoi lui, il voulait passer 7 jours tout nu de même? Lui aussi, là, il a eu frette. Lui aussi, il C'est a eu ça. des coups de soleil, là. Je comprends pas. C'est ce que les policiers demandent. Pourquoi Esti t'a fait ça? Ouais. Mot pour mot, verbatim. Ils ont dit ça mot pour mot. Ouais, je suis pas mal sûre. J'ai lu 2 versions des raisons derrière ça. Les 2 se ressemblent et il y a peut-être des petites nuances, là, dépendamment des sources, là, mais les 2, peu importe, c'est complètement débilos. OK? Ouais. La première, pour avoir une relation sexuelle avec Caroline. Ben là... Étant très religieuse, Caroline voulait absolument se préserver jusqu'à leur mariage, quand elle aurait 18 ans. Mais après 2 ans de vie de couple, Julian n'en pouvait plus d'attendre. Il restait une autre année avant les 18 ans de Caroline et pour lui, c'était trop long. Il a donc organisé tout ce stratagème, toute cette d'histoire de sans dessin pour pouvoir la convaincre de coucher avec lui. Le soir, quand il fait froid, les deux, dans le sleeping bag, il lui disait « Pour se réchauffer, il faut qu'on fasse l'amour. » Oh mon Dieu, mais quel est abruti! Épouvantable! Il dit « Le sexe va nous réchauffer. » Il l'a tué, finalement, sa relation sexuelle. J'arrive à temps. Julian disait des choses comme « Dis tes vœux de mariage ici, devant Dieu. Dieu va t'entendre et ça va faire comme si on était mariés, fait qu'on va pouvoir coucher ensemble. » OK, mais quel con. C'est sûr qu'on va mourir ici. Tu veux vraiment mourir vierge? Il disait des trucs de même. C'est complètement dingue. Et la deuxième version, qui est très similaire, serait que Caroline était plus certaine de vouloir marier Julian. Donc, Julian aurait créé toute cette histoire-là pour la forcer à coucher avec lui. Ainsi, aux yeux de Dieu, ils seraient mariés parce qu'ils auraient couché ensemble. Bref, ça se ressemble beaucoup. Dans tous les cas, c'est un maudit Il moron. aurait été comme un peu un héros, là. Genre, il la récupère dans son trou. Puis C'est ça, c'est comme il pour l'aide à avoir l'air survivre du... pendant 7 jours. C'est exactement. C'est pour avoir l'air du héros puis la conquérir en même temps, genre. Mais quelle idée de merde. Les lier par le trauma. Mais peu importe, la petite différence ici, c'est complètement ridicule et épouvantable. Mais Caroline a quand même dit non à chaque fois. Chaque soir, au bout de sa vie, en mode survie avec son chum qui insistait. Elle a maintenu ses croyances religieuses, elle est restée fidèle à ses valeurs et elle a refusé. Imagine, là, t'es sûr de crever puis ton chum est genre « Hey, come on, on couche-tu ensemble? » Est-ce Genre, qu'elle a bien fait de dire non? Wesh, genre voir que tu penses à ta graine en ce moment-là. On est en train de Après ça, mourir dans la On se forêt. demande pourquoi qu'elle se préservait, là. Oh, On mon pas Dieu. coucher avec un trou de cul de même. Excusez. Genre, je suis comme- il lui disait « On va mourir si on couche pas ensemble, on va mourir de froid. » Puis elle disait non. À quel point elle voulait pas coucher avec, tu sais. Ouais. Ça en dit long sur leur relation de couple, je trouve. Mais bon, après 7 jours à avoir essayé de la convaincre de coucher avec, de la manière la plus intense et disproportionnée ever, Julian a abandonné. Il a dit, bon, elle va pas flancher. Fait que là, il s'est arrangé pour qu'ils retrouvent leur chemin. Puis mettons, genre, la séduire, lui faire des belles attentions, l'amener au resto, la gâter, attendre la dernière année en lui montrant à quel point tu l'aimes pour que vous vous mariez et qu'elle puisse accepter par la suite, genre, allô? Mais non, on m'a kidnappé, m'a l'amené dans le bois, m'a pitché dans un trou. Ou si t'es si horny, là, c'est pas correct, là. Mais trompe-la. Ouais. Je veux dire, appelle une travailleuse du sexe, I don't know. Si t'as t'es rendu vraiment... à kidnapper ta blonde. C'est ça, avant ouais. de kidnapper puis stager genre un enlèvement survivaliste décadence dans la forêt. Là. Par des satanistes. Ouais, je veux dire, il y a d'autres mauvaises décisions qui auraient pu être prises avant celle-là, genre. Ouais. Qui auraient au moins pas blessé physiquement sa blonde, tu sais. Je suis sûre que dans sa tête, elle allait dire oui tout de suite. Fait qu'il s'attendait pas à rester là 7 jours, je pense. Je pense Non. qu'elle allait s'arranger pour que le lendemain, mettons que Mais la c'est un première peu nuit, elle deg, accepte. là. Tu sais, dans le fond, C'est il l'amenait dégueulasse. en pique-nique dans la cour de chez ses parents. Puis lui, peut-être qu'il se disait, je vais m'arranger pour que ça se passe là. Puis si ça se passe pas là, ben je vais stager avoir un des kidnapping. cordes puis des affaires. Puis Ouais. Hey. arc. J'en reviens pas. Mais bon, je suis extrêmement soulagée et aussi extrêmement surprise, par contre, qu'il ne l'ait pas agressée à ce stade-ci, là. Je veux Ouais. dire, elle était ligotée, nue. Il aurait pu garder sa cagoule puis la violer. Il l'a pas fait, ce qui me surprend parce qu'il avait de l'air d'avoir
aucune limite de valeur morale ou éthique, là. En effet. Malgré tout ce qu'il était prêt à faire pour coucher avec, toute la violence qu'il lui a fait subir, les traumas qu'elle va vivre avec tout le reste de sa vie, il n'a pas franchi cette ligne-là, au moins, entre gros guillemets. Quand Caroline apprend la nouvelle, le choc est encore pire que tout ce qu'elle a vécu durant ces 7 derniers jours infernaux. Elle a passé une semaine entière à arpenter les bushlands, nue, à croiser des araignées, des serpents, des moustiques, à pogner des coups de soleil, à se blesser les pieds, elle était nu-pied dans la jungle, avec juste du fucking tahini puis des noix de coco à manger, était sur le bord de l'hypothermie la nuit, à se geler le cul, mais au moins elle avait la seule personne qu'elle aimait, une personne digne de confiance à ses côtés pour la rassurer, puis c'était lui, la raison pour laquelle elle vivait tout ça. Comment tu peux vivre avec ça après? Son seul repère. 2 ans de relation avec lui, là. Elle pensait le marier. Ça m'écoeure. Julian est formellement arrêtée et accusée de l'enlèvement de Caroline Watson, 17 ans, et d'avoir fait une fausse déclaration à la police. Son procès a lieu en 2009 au County Court of Victoria à Morwell, toujours à Gippsland. Le verdict est tombé. Julian Bushland est reconnu coupable. Mais il est libre sous caution en attente de sa sentence. J'ai trouvé ça étrange. Et là, le jour de sa comparution pour recevoir sa sentence, Julian est introuvable. Arrête, c'est sûr. Oh! En effet, Julian Bushwald, maintenant âgé de 23 ans, a pris la fuite avant l'audience de détermination de sa peine. Il n'a pas fui l'Australie. Là. En son absence, l'audience a quand même eu lieu et Julian reçoit, en n'étant pas présent, une condamnation de 7 ans et 9 mois de prison avec un minimum à purger de 4 ans. Mais il n'est pas là. C'est stupide, là. Ils veulent l'apprendre, là. En tout cas, il va pas revenir. J'y reviens. Okay, il est aussi accusé de non-comparution volontaire après le verdict de sa sentence. Donc là, il doit, une fois qu'on le retrouve, si on le retrouve, il va aussi avoir une autre peine d'ajouter parce qu'il ne s'est pas présenté. Mais maintenant, il faut juste le trouver et l'enfermer derrière les barreaux. Ah ouais. Ne voulant pas aller en prison, Julian a fui l'Australie le 16 septembre 2009. Pour ce faire, je ne sais pas exactement comment il s'est pris, mais il s'est procuré un faux passeport. Un passeport indien de toutes les nationalités. Un passeport indien pour fuir l'Australie. Mais je vous rappelle que Julian est allemand d'origine. Il est blanc. Il est très blanc. Et très caucasien. Et bleus yeux. Ouais. Bleus yeux. Fait qu'il s'est genre mis en blackface. Il s'est imbibé la face d'autobronzant, il s'est teint les cheveux et les sourcils, puis il a comme fait une fausse photo qu'il a mis sur le passeport indien. Il a pris l'avion à Sydney, direction Singapour. Il prend ensuite un autre vol pour l'Inde et son plan est de prendre un autre vol direction l'Allemagne ensuite pour retrouver de la famille éloignée, genre. Mais directement à son arrivée en Inde, il se fait intercepter par les autorités qui, à l'aéroport, avaient découvert son faux passeport. Mais il s'est rendu jusqu'en Inde. On le renvoie à Singapour et il est finalement extradé en Australie le 20 septembre 2009. Sa fuite aura duré 4 jours. Tous passés dans des vols d'avion, j'imagine. Mais on se demande tous comment un jeune Allemand de 23 ans, blanc comme mon cul, qui parle aucun mot de hindi, ait pu trouver un faux passeport et se faire passer pour un Indien aux douanes australiennes à l'aéroport de Sydney. On va découvrir que le passeport appartenait à un touriste indien qui l'avait perdu en Australie durant son voyage. C'est ça. Le passeport était tellement abîmé que les gardiens aux douanes n'avaient pas pu voir la différence entre un vrai et un falsifié. Mais en revérifiant, les altérations faites sur le passeport étaient vraiment faites de manière amateur. Genre, il a juste collé sa photo par-dessus. Ouais, c'est sûr. Puis on est après le 11 septembre. Ça a marché puis qu'il s'est quand même rendu... Oui. En Inde. Tu sais, on est après le 11 septembre, là. Je comprends, dans les années 60, je sais pas, c'était peut-être plus facile, là. Je comprends vraiment pas comment il a fait pour... Puis je vais mettre une photo sur Instagram du passeport. Il est laid, là. Genre, il a pas l'air indien pour 2 cents. Mais c'est sûr que non, là. Un peu plus, puis il y avait genre les lunettes avec le faux nez puis une moustache, là. Oh non. D'un dessin animé, genre. En tout cas. Quel clown. Le 21 octobre 2009, Julian, ayant toujours les cheveux teints en noir mais avec une grosse repousse, réapparaît en cours, comme un gros loser.
Sa défense a essayé de dire qu'il souffrait d'un trouble envahissant du développement, ce qui signifie qu'il manque d'empathie envers les autres et qu'il est très influençable. Il aurait fui l'Australie simplement pour rejoindre sa famille en Allemagne. C'était un geste apeuré, naïf d'un jeune garçon. Le Non. juge Smallwood a déclaré que c'était, entre guillemets, une pure chance que ses tentatives de fuite aient échoué et que son absence en cours était très grave. Il dit « Ce n'est pas comme si vous ne vous étiez pas présenté au tribunal parce que vous étiez en retard à cause que vous achetiez de la drogue. Il s'agit d'une détermination calculée de ne pas subir les conséquences de vos gestes. » Julian Buchwald s'est trouvé un passeport indien. Il n'a pas juste été influencé par un ami. Il a fait les démarches pour se trouver un passeport et quitter le pays de manière délibérée pour ne jamais revenir. Fait que là, on va arrêter de dire que c'est juste un petit garçon influençable. Non, c'est ça. Julian reçoit une peine de 6 mois de prison de plus qu'on ajoute à sa sentence pour avoir fui le pays afin d'éviter une peine d'emprisonnement. Il devra donc purger un minimum de 5 ans et 3 mois de sa peine de 7 ans et 9 mois. Est-ce que c'est pas long? C'est quand même pas long. 5 ans plus tard, en 2014, toujours en prison, Julian est informé que le Border Protection Department, aujourd'hui appelé le Department of Home Affairs, donc les gens qui s'occupent du service de l'immigration et des frontières et tout, est en train de reconsidérer son visa australien. Il est en Australie avec un visa, vu qu'il est allemand à la base. Ouais. Julian argumente qu'il va travailler à sa sortie de prison, que toute sa famille est en Australie, mais ses arguments sont refusés. La même année, son visa lui est refusé aussi. C'était sûr. En 2016, Julian Buchwald est libéré, il a fini de purger sa peine, et renvoyé en Allemagne. L'Australie ne veut plus rien savoir de lui. Julian ne connaît aucun mot d'allemand, ni personne ou presque là-bas. Je ne sais pas ce qu'il advient de lui, mais il doit avoir une vie misérable. Certains avaient pitié de lui de se faire éjecter du pays comme ça, éjecter de l'Australie. Il est arrivé en Australie à l'âge de 1 an seulement, on se rappelle. Mm-hmm. Mais là, j'ai lu un article qui m'a un peu étonnée. Okay. On peut y lire. Il est peut-être un Fruit Loop, mais c'est notre Fruit Loop. Qu'est-ce que tu veux dire? Excuse. Genre, il est peut-être un criminel, mais c'est notre criminel un peu, genre. Il a beau avoir la nationalité allemande, qu'on devrait le garder, c'est chiant de le pitcher dans un pays qu'il connaît pas, mais pourquoi tu le décris comme un Fruit Loop? Dans un article de journal, là? What? Je comprends pas trop. C'était bizarre. Et je sais pas non plus ce qui est devenu la belle Caroline. J'espère que c'est bon signe si on n'a aucune nouvelle d'elle depuis les événements. Il n'y a rien, absolument rien à son sujet. Elle a dû refaire sa vie. Tant mieux, oui. Elle a la chance d'avoir été laissée tranquille par les médias. On n'a presque aucune information sur elle. C'est parfait comme ça. Il y a une photo d'elle qui existe. Okay. Elle a sûrement changé de nom, elle a sûrement déménagé. Aucune information sur elle. Elle avait quand même juste 17 ans quand tout ça est arrivé. Mm-hmm. Ben, c'est une bonne affaire, là. Vraiment. Et c'était ça l'histoire de Julian Buchwald et Caroline Watson. Une histoire qui montre encore une fois comment t'as beau penser connaître ton être le plus cher, ton mari, ton amoureux, ton parent, la personne en qui tu donnes ta confiance. Il est beaucoup plus facile qu'on le pense de cacher tes mauvaises intentions, ta réelle personnalité, complètement tordue et malveillante, même si ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 60 ans que t'es avec. Ah, c'est clair. Et voilà! Hey my God! Quelle aventure! Vraiment, là. Aventure aussi littérale parce qu'on a vécu bien des affaires pendant l'enregistrement. Là. Aussi. Mais oui, quelle histoire de dingue! Ça n'a pas de bon sens. Genre, c'est fou, là, comment que la majorité des cas qu'on traite puis des affaires de même qui arrivent dans le monde, c'est tout le temps des gens qu'on connaît. C'est tout le temps, genre... Oui! C'est tout le temps les personnes qu'on pense aimer qui nous font vivre les pires malheurs. Parce que ça le dit tout le temps, là, les statistiques le prouvent, c'est bien plus rare que ton attaquant ce soit un pur inconnu. Ouais. C'est tout le temps quelqu'un de ton entourage. Mais oui, ça arrive, là, je dis tout le temps. Là. Mais c'était une histoire saugrenue, là. Écoute, on est passé par plein de... Un culte satanique. Un culte satanique. Instinct, notre film du cégep. J'ai pensé que c'était ça. Mais des après voix ça, de fantômes. Ouais. Plein du d'affaires. tiny. Du tiny. Genre, tu as mentionné le mot tiny. J'aurais jamais cru dire ça dans un épisode du podcast. Mais quelle belle histoire. Ben, quelle belle histoire. Je veux dire, ça finit bien. Ça finit bien, là. Tu sais, je suis comme contente pour Caroline qu'elle se soit pas mariée avec cet homme-là puis que ça l'ait pas viré en plus gros drame, là, ben mettons, oui, là. là. Fait que fucking props à elle d'avoir
dit non, même dans une situation genre fucking vulnérable. Oui, puis même si elle avait... Écoutez-vous, la gang, Ouais. là. Même si elle avait succombé puis dit oui, là, ça reste une agression, là. C'est même oui, de la ça reste une manipulation, c'est agression. forcé, là. Peu Et pas importe en c'est toute quoi ta connaissance de raison, cause, là, ouais. peu importe si c'est la religion, si c'est que ça te tente pas, si c'est... Peu importe, si c'est non, là. Puis genre, elle s'est écoutée même dans un moment de pure vulnérabilité qui était tout nu dans un sleeping, une personne avec son chum, genre, en J'insistais. train de peut-être probablement mourir. J'en Même au reviens bord de la mort, elle était comme « I don't want to ». Et props. Ouais, vraiment. Merci encore et toujours d'être là, cher Cornet. Merci de nous Oui. écouter, merci de nous encourager, merci de liker nos publications, de commenter, de nous écrire des messages, de nous donner 5 étoiles, de s'abonner à notre Patreon, de nous envoyer des mots d'amour, de voir nos shows live. Merci! Caroline, c'était beau! On n'arrêtera jamais. Exact! Puis là, nous, on s'en va voir les Canadiens! Oui, on a Ça va avoir du hockey. réussi à faire nos épisodes malgré les fantômes et toutes nos embûches et on s'en va voir les Canadiens. Un gros bisou et à la semaine prochaine! Bye! Gros bisous!